Allez, donc on est parti, on va démarrer par le calendrier économique comme d'habitude. Donc le calendrier économique pour voir un petit peu, prévoir notre semaine de trading, des news à regarder et à prendre en compte pour cette semaine. Donc dès demain, lundi 9 mars, on va avoir donc à 15 heures les tendances de l'emploi, l'indice de tendance de l'emploi. Justement, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, que l'emploi inquiète un petit peu aux États-Unis. Donc, ça va être les enjeux là un petit peu avant la Fed et dans le délai, avant que la Fed puisse nous prendre la parole. Et cette semaine, on ne devrait pas avoir de prise de parole de membres de la Fed, justement, puisqu'ils n'ont pas le droit de parler avant la Fed, avant la réunion qui arrivera la semaine prochaine. On va voir aussi à 16h lundi les prévisions d'inflation à la consommation, donc prévisions d'inflation, dans le contexte forcément qu'ils ont été vus assez haut. Et on se souvient qu'on n'avait pas eu un bon chiffre la dernière fois sur l'inflation, on n'avait pas eu un chiffre intéressant pour le marché du moins. Donc voilà les deux éléments à prendre en compte lundi, indice des tendances de l'emploi, prévision d'inflation. Mardi 10 mars, on aura donc, bon, je marque les ventes au détail. Ah, attends. 13h55. Pourquoi ils nous sont à 13h55, l'indice de vente au détail? Est-ce qu'il y a un changement d'heure déjà? Hop, est-ce qu'il y aurait eu un changement d'heure américain cette semaine? On va voir, hop. Changement d'heure 2026. Nous, c'est le 29 mars, mais eux, changement d'heure New York 2026. Et oui, passage à l'heure d'été aux États-Unis aujourd'hui. Donc, du coup, ils ont avancé d'une heure, ce qui fait que nous devrons avoir une semaine, jusqu'à la fin mars, un calendrier qui s'avance d'une heure. Donc, on devra trader à 14h30 au lieu de 16h30, de 15h30 pendant c'est jusqu'au 28 du coup. Moi, je me le modifie sur mon agenda tout de suite. Il y en a pour quand même bien 15 jours, hein, 2 semaines entières, donc avec une ouverture des marchés à 14h30 au lieu de 15h30, puisque nos amis les Américains sont passés à l'heure d'été dès cette semaine. Hop. Désolé, je prends le temps de le modifier sur mon agenda par rapport justement donc au même 3 semaines, même on aura, hein, 3 semaines comme ça avec ce décalage. Voilà. Allez, c'est bon, je l'ai fait sur mon agenda. Donc, du coup, on aura un marché qui ouvrira à 14h30 pendant donc les 3 prochaines semaines jusqu'au 28 mars, jusqu'à ce que nous aussi, nous avancions d'une heure. Et donc, pendant ce temps-là, il faudra bien penser que le marché fermera aussi à 21h au lieu de 22h. Hein. Donc, attention à toutes les données que l'on aura. Donc, voilà, là, je l'ai vu parce que cette donnée-là, à 13h55, est généralement donnée toutes les semaines à 14h55. Donc, c'était bizarre d'avoir ce décalage horaire. Donc, voilà pour cette semaine. Allez, on continue. Donc, du coup,
mardi, pas grand-chose, hein, mardi, puisque donc du coup, l'indice de Redbook ne sera pas du tout impactant pour réellement influencer le marché, hein. Ça, on s'en sert plutôt pour lire, pour travailler la psychologie de marché, le travail des cartes là que l'on fait le dimanche. Mercredi, donc pareil, on aura donc on aura l'IPC mercredi qui va sortir, le CPI, hein, le Consumer Price Index, donc ça, assez important, 13h30. Ça, on se le note parce que le CPI, c'est une statistique très importante. 13h30, on aura aussi apparemment un discours de Bowman. C'est surprenant parce que normalement, comme il y a réunion le 18, ils peuvent pas trop prendre la parole. Alors, il faudrait voir si c'est un réel discours ou si c'est une publication simple qui sort. Donc 13h30, pareil, Bowman, l'IPC qui va sortir, tac, tac, tac. 15h30, ça sera bon. Rien d'autre. L'IPC de fête de Cleveland, donc à 16h. Et le PSCI, hein, ça c'est pas mal aussi, à 16h. À se le marquer aussi, c'est quelque chose sur l'emploi. Là, le Thomson Reuters Ipsos, c'est un sondage sur l'emploi. Donc c'est pareil, 16h. Et on aura 18h, l'adjudication, le 10 ans américain. Donc voilà, pour mercredi 11, jeudi 12. Jeudi 12, nous aurons donc les inscriptions au chômage, comme d'habitude, mais avancées d'une heure, 13h30. Nous aurons les mises en chantier, tac, 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 ok. Là, on est bon, balance commerciale, ok. Importation, exportation, tout ça, c'est 13h30. 15h30, 16h, Bowman à nouveau qui va parler. On va se le marquer, 16h, à nouveau Bowman. 18h01, donc le 18h, le GDP d'Atlanta. Allez, ça, on va se le marquer aussi. 18h, GDP d'Atlanta, parce que, hop, 18h, GDP Atlanta. Et ainsi que donc 18h01, donc du coup, l'adjudication. 30 ans. Le 12 mars, et ce sera tout. Et le 13 mars, on sera sur des chiffres importants. Pareil, le PIB des 13h30, le PIB du T3 américain. Donc la révision, hein, forcément, du dernier PIB, mais surtout le PCE Core, la mesure préférée de l'inflation pour la Fed. C'est sur cette mesure qu'elle prend ses décisions. Et on peut voir donc que, effectivement, sur l'année, on attend un petit mouvement un petit peu à la hausse, hein, mais dans la même zone par le marché. Et surtout, donc, ici, au niveau des prix à la consommation du T3, une baisse par contre. Donc, ça serait important pour entrer dans une dynamique un petit peu plus baissière. On va le voir un petit peu après, on en parlera peut-être un petit peu. Commande des biens durables. Commande des biens durables, 13h30, c'est pareil, ça sort en même temps. Tout ça, ça sort en même temps, c'est un cocktail. Le rapport Jol sur l'emploi qui sort aussi vendredi, 15h. Alors là, sacrée journée vendredi. 15h, rapport Jolst sur l'emploi. La bougie de 13h30, oui, la bougie de 15h aussi. 15h, ça va être chaud. 15h, ça sera très très chaud. L'indice Michigan à 15h également, mais bon, on sera complètement absorbé. 16h30, GDP de la fête d'Atlanta, donc
Donc c'est la prévision, hein, de ce que sera le PIB américain sur le T1, c'est des projections un petit peu en amont et voilà, ce sera tout. Donc là, ce qu'on vient de regarder dans le calendrier, c'est les horaires de à quel moment il ne faut pas être en position quand sort la statistique, puisque la statistique peut faire très mal, hein. Elle peut sortir, et faire une bougie d'une centaine de points et donc si elle va dans votre sens, c'est génial pour vous. Si elle va contre vous, bah, vous avez plus de compte, et donc c'est un peu frustrant. C'est un peu de la loterie plus que du trading. Pareillement, en plus de ça, beh, dites-vous que c'est mieux de ne pas être en position la minute avant, ou 2 minutes avant, parce que si la bougie vous prend et qu'elle reste, un peu, à végéter, on va dire et ne pas vous payer, ce qui peut se passer, c'est que vous arrivez sur l'heure où, il y a la statistique et donc la bougie peut partir, boum, très fort d'un seul coup et en fait, vous vouliez faire un trade qui n'avait rien à voir avec la statistique, mais d'un seul coup, vous prenez la statistique dans les dents. Donc voilà, être prudent, plus on va s'approcher de l'heure de la statistique, plus il va falloir être prudent. OK? Voilà pour la partie du calendrier économique. La partie, la partie psychologie de marché, on va la faire un petit peu directement avec, le graphique parce que compliqué. On est sur un marché, ben, vous le voyez, hein, qui, c'est surtout alors ça, c'était en 1 heure, voilà. En 1 heure, c'est moins flagrant. On va peut-être le montrer, peut-être plus même en 1 minute, voilà. Hop, hein. On est sur un marché où on va regarder la dernière journée de cotation, vous voyez, vendredi, où, suite à la publication, des chiffres, on a plutôt été sur un marché où on est venu creuser le plus bas, de la semaine précédente. On a essayé de rebondir, de revenir vers les 24 900, essayer de raccrocher un petit peu, finalement, regardez là où on était, le jeudi 5 mars, la semaine d'avant, hein, donc finalement, au moment de la clôture du vendredi et pardon, du jour d'avant, mais c'était de la semaine précédente que je parlais. On essayait de récupérer ces 24 900 et finalement, après plusieurs tentatives, arrive, le 21 heures et un mouvement baissier assez fort on va dire, pas tout à fait 1 sur le marché et puis une phase donc d'attente, juste sur 22 heures, on a eu ce petit retournement et on s'arrête, on se pose, regardez, quand même, c'est assez évident, sur le plus bas de la semaine précédente. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Déjà, ça peut vouloir dire que, souvenez-vous, c'est quelque chose que je vous dis souvent, quand il doit se passer des choses, géopolitiques importantes, hem, elles vont se passer souvent le week-end. Donc là, il y en a quelques-uns qui ont voulu décharger les portefeuilles avant le week-end pour pas être exposés. On ne sait jamais si, il y avait eu, il y a quand même une certaine forme d'alerte mondiale, d'inquiétude mondiale et donc c'est quand même toujours mieux de se préserver, de pas prendre un gap baissier de 10 à l'ouverture lundi matin. Donc déjà ou lundi ou là, à minuit. Donc déjà ça, c'était un petit peu l'explication du mouvement. Ensuite, on peut voir quand même qu'on s'est posé sur le plus bas de la semaine précédente, donc on est plutôt sur une tendance baissière, mais on n'est pas non plus sur un vent de panique, on n'était pas non plus sur quelque chose de très, alors attendez, je voudrais enlever le 1 minute. Voilà. On est quand même, regardez, quelque chose qui, sur le mois, est amplement acceptable. D'accord? Heu, donc, quand on fait le bilan de ça vis-à-vis des États-Unis, on a eu des chiffres notamment sur l'emploi qui sont, pas bons, qui sont inquiétants avec des destructions, d'emplois sur, les dernières semaines et des chiffres notamment sur la consommation qui laissent perplexe sur le fait que l'économie américaine puisse s'enrayer. Donc on est toujours dans le même scénario, c'est-à-dire qu'on est toujours sur des données, des des données, internes, des données, soft, qui sont, plutôt négatives, voire
entre guillemets un petit peu alarmante, un petit peu du moins en tout cas pas positive et un peu angoissante et on est toujours sur des hard data qui, elles, finalement ne sont pas, aussi, pessimistes, mauvaises que ce que peut être la soft data. Donc on est quand même sur un certain équilibre des forces et c'est pour ça qu'on a un marché finalement qui depuis, bah, regardez depuis, le mois de février, début février, a trouvé, finalement une zone de range plus qu'autre chose, où il essaye de sortir par le haut de temps en temps. Il fait des tentatives aussi par le bas de temps en temps, mais globalement, il revient toujours sur un axe là, sur heu, une zone, assez, évidente de 1 à peu près, dans laquelle il range pour la plupart du temps. Sur ça est venu quand même se mettre un petit peu d'huile sur le feu avec, donc la guerre en Iran. Qu'est-ce que, la guerre en Iran va pouvoir amener? En dehors de la politique et de l'aspect, où finalement Trump n'est pas tant soutenu que ça, même par, le clan un petit peu MAGA, de l'Amérique sur, cette action-là. Il a surtout un enjeu sur, forcément l'inflation et la consommation d'énergie. Donc si on a de l'inflation, si on a une crainte inflationniste, notamment, en fait, pas que pour les États-Unis, mais pour le monde entier, et pour les Chinois, également, la grosse problématique, c'est quoi? C'est que si, les Chinois, ont de l'inflation à la production, ils auront forcément de l'inflation à la revente de leurs produits et donc si cette revente heu, doit être plus chère, qui c'est qui va absorber, bah, cette inflation? Est-ce que c'est l'entreprise qui va distribuer les produits ou est-ce que ça va être répercuté aux consommateurs? On peut assez facilement penser que vu que c'est un problème géopolitique, ce sera plus réimpacté aux consommateurs qu'absorbé par l'entreprise. Mais si en face, on a déjà des problèmes de consommation et on a déjà des manques de consommation, est-ce qu'on peut vraiment avoir la marge de manœuvre pour pouvoir continuer d'augmenter les prix? C'est ce qui risque un petit peu à un moment donné aussi d'étrangler la demande, d'étrangler la consommation et donc qui est déjà pas, fameuse et donc si on l'étrangle encore plus, elle risque de s'asphyxier et véritable point d'interrogation sur ce que peut devenir le PIB et donc l'activité réelle des États-Unis au sens large, parce que si, bien sûr, on l'avait vu, l'IA cache un petit peu, euh, c'est un peu l'arbre qui cache le désert, comme je dis depuis quelques temps. Si l'IA vraiment donne du revenu et donne de l'activité par les CAPEX, par les gros investissements des entreprises dans ce secteur-là, il faut en tout cas espérer que, cet arbre-là ne cache pas finalement un manque crucial de consommation sur tous les autres secteurs d'activité et qui donc du coup, si l'IA se met un petit peu à décevoir ou un petit peu à recevoir moins d'investissements, elle puisse ralentir et donc si elle ralentit, est-ce que réellement derrière on a en soutien d'autres secteurs de consommation? Et donc, pourquoi on peut se demander si l'IA peut ralentir? Bah, parce que, en fait, finalement, on rentre dans un cycle peut-être un petit peu plus en tout cas, on rentre dans une nouvelle façon, de gouverner pour Trump, puisque c'est une des premières guerres claires, qu'il lance et donc, soit l'investissement va se faire sur des sociétés plus traditionnel, si on peut dire, et plus axé vers, la défense comme on l'a toujours entendu, soit cela va aussi redoper encore plus, si tant est qu'il en avait besoin, le secteur, informatique et le secteur nouvelles technologies et le secteur donc IA pour trouver des solutions de guerre plutôt axées sur de l'IA, plutôt axées sur du développement de nouvelles technologies. Donc ça, pour l'instant, on ne peut pas y répondre, hein. La question est trop large pour pouvoir y trouver une réponse comme ça. Mais en tout cas, c'est pour ça, je pense que le marché ne panique pas non plus, hein, on peut le voir, il n'y a aucun marché qui panique. Je pense qu'à l'ouverture, on ne devrait pas avoir de panique non plus.
Hem, Là, s'il y en a une, ce sera pour une info, qui est passée. C'est que, il y a eu un questionnement apparemment dans le week-end d'envoyer des troupes au sol, notamment américaines. Ça, par contre, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. La semaine dernière, rappelez-vous, je vous ai dit: «Il n'y aura pas un gros mouvement sur les marchés, malgré le bombardement». Parce que finalement, on est dans un conflit, pour l'instant, de guerre un petit peu plus spectacle que de réelle guerre ancrée, guerre réelle. Et là, on pourrait basculer dans une guerre réelle avec l'envoi de troupes au sol, avec vraiment, quelque chose de plus, impliqué, de plus profond et qui, du coup, coûte beaucoup d'argent, coûte beaucoup de temps, coûte beaucoup d'énergie, à un pays et donc doit se centrer là-dessus et qui n'a pas du tout le même enjeu que de faire des bombardements, des frappes stratégiques. On a tué le leader et c'est bon, on a réussi à passer à autre chose. Donc ce n'est pas du tout ça rentrerait pas du tout dans la même psychologie. On a aussi un autre aspect, qui était à prendre en compte, c'est les droits de douane, de Trump. On passe un peu là, je suis désolé, du coq à l'âne, mais c'était les 2 news principales, hein, si on peut dire de du week-end et de vendredi notamment. C'est que vendredi, la juridiction, le tribunal, américain a bien évidemment, donc du coup, confirmé donc, le fait que les droits de douane n'étaient pas, légaux, hein, les droits de douane appliqués par Trump et donc, ces droits de douane n'étant pas considérés comme, corrects, par la juridiction, par le Congrès, il me semble que c'était. En tout cas, maintenant, il y a bien une demande de remboursement de ces sommes-là. On parle de plusieurs milliards de dollars qui doivent être remboursés à ces entreprises. Donc tant mieux pour les entreprises, mais effectivement, on peut le voir, ça a plutôt créé un mouvement plutôt baissier sur cette publication, d'annonce parce que, bah, toujours la même raison, on en revient au départ, les soft data et les hard data ne sont pas liés l'une à l'autre. Il ne faudrait pas que les hard data, donc par exemple la publication du PIB américain, la publication de l'inflation, la publication de chiffres, de données statistiques pures, hein. C'est ça qu'on appelle les hard data, hein. C'est que 1+1 = 2. Quand on a 3% de PIB, on a 3% de PIB. Je veux dire, c'est calculé, c'est mathématique, c'est pas, un sentiment. Et les soft data, c'est plutôt des datas de sentiments, c'est plutôt des sondages, c'est plutôt des ressentis, des indices, des publications, des rapports comme le rapport Jolles, et cetera. Donc, si la hard data, finalement, on avait dit, hein, souvenez-vous, en début d'année, qu'on avait cette opposition entre la soft data et la hard data, et si ce qu'il fallait, c'est que la hard data reste moteur et que finalement la soft data se convertisse vers la hard data au fil des mois. Mais si c'est l'inverse qui se produit et que la hard data vient finalement confirmer de manière chiffrée les mauvais chiffres et les mauvais ressentis de la soft data, alors là, réapparaîtra l'épouvantail, réapparaîtra le fantôme du placard et le plus gros fantôme que l'on peut avoir dans un placard pour un économiste, c'est la stagflation, c'est une économie qui stagne, une économie qui puisse être en récession, mais avec de l'inflation. C'est la pire des choses qui puisse arriver et aux États-Unis, on a de l'inflation, on ne peut pas on n'arrive pas aussi bien qu'on le souhaitait, qu'on le souhaiterait à la freiner, notamment à cause des droits de douane, mais notamment aussi maintenant avec, beh, par exemple, des conflits, géopolitiques importants ou des conflits guerriers qui puissent faire, flamber les prix, de l'énergie et donc si on n'arrive pas à calmer cette inflation, mais que les chiffres sont mauvais, là, on pourrait rentrer dans une spirale très dangereuse, donc très dangereuse pour tout le monde et souvenez-vous, les États-Unis tous et c'est tout le reste du monde qui est enrhumé ou éternue et c'est tout le reste du monde qui est enrhumé. Donc,
Voilà un petit peu pour le tour, de, de ce que l'on peut voir dans la psychologie du marché. Alors, il y a une question, donc si le conflit dure, l'inflation continue de monter, pourrait donc faire place à un marché. Exactement, c'est un petit peu l'idée, c'est que si l'inflation reste, alors bon, bien sûr que la Fed prendra avec parcimonie les chiffres, parce que si vous voulez, si l'inflation n'est que liée à l'énergie, eh ben, ça inquiétera beaucoup moins la Fed que puisqu'ils arrivent à avoir le détail de l'inflation, hein, donc comme ils peuvent avoir le détail, ça inquiétera beaucoup moins la Fed, mais reste qu'il y aura toujours de l'inflation, donc de toute façon, on peut se dire que vraiment là, l'enjeu majeur, c'est dès le 18, la principale question toutes les questions vont tourner autour de l'Iran au niveau de Jérôme Powell, hein. Ça, c'est une évidence, alors que lui, il est financier, mais on va lui parler presque que de ça. Et pourquoi on va lui parler que de ça? Parce que de cette guerre-là arrive le prix du baril de pétrole, et que plus le prix du baril de pétrole est élevé, et plus c'est délicat. Alors certes, par contre, quel est l'avantage aussi? C'est que ça va renforcer le dollar, hein, ça renforce le dollar. Tiens, si on prend un peu de temps, je vais voir si je l'ai. Oui, je l'ai. Je l'ai. Regardez, hop. On va prendre, voilà l'euro-dollar, d'accord? OK. Voilà, ça c'est mois de fin janvier. Regardez depuis où c'est qu'il est, et regardez sur cette semaine où c'est comment il s'est comporté. D'accord? Donc on peut voir clairement qu'on est sur un gros renforcement. Quand il baisse, c'est que le dollar se renforce, puisque là on est sur la comparaison euro-dollar, et donc il pourrait revenir, vous voyez, hein, sur des. Bon, attendez, on en est très loin. Je ne vous dis pas qu'on va revenir à la parité, d'accord? Mais ce que je veux vous montrer, c'est que effectivement, quand il baisse, c'est qu'il se renforce, puisque on pourrait presque atteindre la parité comme on l'a eu connu il y a eu quelque temps. Regardez si on fait plus d'historique, qui est pas si vieux que ça, puisque c'était en 2022, hein, où on était revenu dessus, où on avait beaucoup d'inflation, et que donc justement le dollar se renforçait puisqu'il y avait une crainte, hein, sur les pays européens. Donc bon, enfin bref, bon, ça, on va pas trop rentrer peut-être là-dedans, parce que je veux pas que peut-être perdre certains en termes d'analyse, mais en tout cas, on peut voir que la paire euro-dollar, le dollar se renforce, pas que face à l'euro, hein, bien sûr, face à toutes les autres monnaies. Et donc ça, c'est une des conséquences, bien sûr, de la guerre, une des conséquences favorables aux États-Unis, hein, bien sûr, puisque si on veut du coup exporter des produits américains, ça nous coûte à nous, Européens, de ce fait plus cher. Et par contre, si on veut à l'inverse euh, venir importer nos produits, les Américains, ça leur semble plus accessible d'acheter nos produits, puisque finalement, si on devait arriver à un dollar, imaginons euro-dollar à l'équilibre, ça voudrait dire que, je sais pas, le camembert qui coûte 10 euros pourrait coûter 10 dollars, bon, plus frais de transport, bien sûr. Voilà, ok. Donc, la parité, la dilution de la monnaie, c'est quand même quelque chose de très impactant pour une économie, et donc ça renforce le dollar. Forcément, le conflit renforce le dollar. On peut voir aussi que dans ce sens-là, et pour essayer de notamment tasser un petit peu les prix du pétrole, euh, les États-Unis ont décidé dans le week-end de ne plus sanctionner, de ne plus empêcher le pétrole russe d'être diffusé sur les marchés dans le monde. Et donc, les Indiens peuvent acheter du pétrole russe librement. Et bien sûr, la Russie n'a plus aucune raison de le vendre à bas coût. Donc, ça, c'est quand même euh, une réelle décision qui se prend, dû au contexte et dû au fait qu'on ne veut pas que le prix s'envole de trop non plus. Bien sûr que si on rentre, donc, pour répondre à la question, dans un conflit qui dure, plus le conflit va durer. Donc c'est pour ça qu'on disait que l'enjeu clé, la semaine dernière, je vous disais, si c'est une guerre spectacle, entre ce que j'ai appelé une guerre spectacle, c'est pas beau, mais si on arrive, on tire des missiles, on tue le leader, on met un autre gars en place, et basta, la guerre elle est finie, un petit peu ce qu'on a fait avec Maduro, où on est arrivé, on a attrapé le mec et on a dit c'est bon, maintenant on va gérer. Bon, là,
Ça fait flamber bien sûr les cours parce qu'il y a des ripostes, etc. Mais quelque part, ça va vite se tasser. Si on envoie des troupes au sol, les troupes au sol, elles y sont pas pour 3 semaines. Elles y sont pour un petit moment. Ça veut dire aussi que même quand on aura, si, ce qui est logique, l'Occident arrive à renverser le pouvoir en place, même quand on va y arriver, beh, il va falloir rester sur place, il va falloir mettre des moyens en place, des dispositifs et s'occuper du territoire et donc ça prend des années et donc du coup, beh, ça veut dire qu'on est sur une zone fragile pendant des années. Donc ça a plus rien à voir au niveau géopolitique, au niveau des enjeux et donc forcément, ça va maintenir les cours du pétrole plus élevés puisque plus de difficultés à pouvoir, faire sortir, les, le pétrole tout simplement, les barils, des usines, hein. L'Iran, c'est 10 hein, du marché mondial quand même. Donc voilà. Voilà un petit peu l'enjeu, c'est de savoir si le conflit peut durer ou pas. Donc comme je vous disais à l'ouverture, soit la news, comme quoi il y avait un questionnement sur l'envoi de troupes armées, fait un petit peu stressé. Je pense pas. Honnêtement, je j'ai pas ressenti une excitation, j'ai pas vu plusieurs publications à ce sujet, j'ai pas, ressenti, une montée en puissance sur le sujet. Donc pour moi, on devrait avoir une ouverture finalement assez stable. Peut-être, là on est à 670, un maximum à 500 ou 550. Certainement, ce serait, une zone déjà, voilà, perte de 0,03, 0,5 à l'ouverture. J'ai du mal à imaginer que d'entrée de jeu, dès minuit, on se retrouve sur le plus bas, du mois, à 350 par exemple. OK? Donc voilà. Bon, après, reste le plus bas du mois précédent, 230 là, 240. Donc, mais ça m'étonnerait fortement. Il faudrait perdre 2 dès l'ouverture, ce que je ressens pas arriver honnêtement, donc on verra, mais ça m'étonnerait. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre cette semaine? Ça nous fait le lien avec le graphique. Bon, c'est que quand même on a une grosse semaine, hein, puisque lun autant lundi, on a un petit peu de chiffres sur l'emploi et l'inflation, donc ça peut faire un petit peu bouger, mais on ne devrait pas pouvoir casser une zone clé, hein, donc peut-être lundi, si les chiffres sont pas bons et qu'effectivement, imaginons que la situation en Iran soit un petit peu plus alarmante par rapport au fait de se dire justement qu'on puisse avoir des troupes, ça, ok, ça c'est en tête, mais que derrière, lundi, on a un mauvais chiffre sur les tendances de l'emploi, mauvais chiffre sur l'inflation, on pourrait revenir vers le 350 ici, qui est le plus bas de la semaine, le plus bas du mois, donc qui était une zone quand même assez forte. On peut revenir vers le 400, entre 350 et 400, à mon sens. Voilà, peut-être travailler peut-être un petit peu plus bas que le 350, mais j'ai du mal à penser qu'on va vraiment le casser. Voilà, donc ça, c'est quand même ce qu'on va se marquer. Donc lundi, ouverture, on va dire, allez, donc on a dit, tiens, on a dit vers 24 500 maximum, peut-être 24 500, 40, 45 là, 46, vous voyez, ce 24 400, 546 50, il me plaît bien, mais voilà, 535, allez. D'accord, ça, l'ouverture à minuit. Puis, donc, si on a mauvais, parce que alors, ce qui peut se passer, c'est que les Européens se mettent un petit peu plus à paniquer. OK, ça, on le remarque depuis quelque temps, hein. Les Européens paniquent un peu plus et les Américains rachètent. Donc on peut avoir donc un mouvement plus baissier, hein, voilà, vers 305, vers le 500, voire même, travailler le 500 à la baisse, hein. Pourquoi pas peut-être là, ici 450, vous voyez? 463. Ici, venir le travailler dans la matinée, hein, pendant les Européens. Et quand les Américains arrivent, rachat, on repasse au-dessus de 500, on revient chercher, je pense, le 670, 650, OK, ou le 600. Donc, si c'est le cas, c'est ce à quoi je m'attendrai. Donc ça, je vais me le mettre. Si, si ouverture en dessous de 24 500, alors retour sur 24 600,
24 670, on va se mettre 50, hein, 70. Avant la stat, avant les stats, ok. Puis là, suite aux stats, on va avoir quand même donc suite statistique. Suite aux statistiques, on peut donc soit, si elles sont pas bonnes, si mauvaises, retour, donc, mais retour, là, à ce moment-là, plus bas, plus vers 400, voire le 350, hein, pourquoi pas, 420, là, entre 350 et 420. Retour vers 24 350, 24 420. Mardi, range, dans un gap léger de, je dirais, 100 points ou tentative de rebond. Tentative de rebond pour retour sur le 24 500. Ok, on va se mettre donc 24 500. Mais 54. Voilà, s'il part de 350, s'il rebondit à 500, il nous fait plus 1%. Pour mardi, ça me semble cohérent. Mercredi, bien sûr que tout ça, c'est si on n'a pas d'infos supplémentaires, notamment d'envoi de troupes. Hein. Mais mercredi, on a quand même le CPI, l'IPC et l'Ipsos, donc ça va être quand même une belle journée. Mercredi, on peut venir casser ce plus bas pour essayer de faire un plus bas de plus en plus bas. Parce que là, on n'arrive pas à faire un plus haut quand même. Donc, regardez, on a buté sur la zone. Hein. Ici, c'était le 26 février, pardon, 26 février, 25 000 2 mars. Ici, 4 mars, on a fait un petit plus haut et boum, on l'a repercé, on a retenté et repercé. Et là, maintenant, on rentre dans cette dynamique-là. On va le regarder de toute façon en daily. Hein. Regardez en daily, hop là. Daily, on est vraiment sur, vous voyez, sur une phase de range, clairement. Et on a tenté ici une cassure là, du 24 500 de février, mais on n'y a pas réussi. Hop, et là, ici, on a retenté un plus haut, mais pouf, ça s'est vite essoufflé. Donc, on pourrait avoir pour moi une tentative sur le plus bas. En tout cas, si mercredi, les chiffres commencent, si mercredi, la hard data, hein, puisque le CPI, par exemple, c'est de la hard data, est mauvaise, possibilité de retester plus bas du mois. Et là, on va être sur du 24 352. OK. Si, oh non, et là, plus bas du mois. Et si on le reteste, on devrait pouvoir le casser pour le travailler, aller chercher potentiellement peut-être le plus bas du mois précédent, donc 241. Voilà, 24 240. Je m'attends plutôt à un rebond, si c'était ça. OK. Rebond sur le 24 240 mercredi, pardon. OK. Jeudi, on aura donc les inscriptions au chômage. Donc jeudi, on devrait être plutôt, même malgré les inscriptions au chômage, sur une phase un petit peu plus de range, peut-être entre le 24 240 en point bas, 24 350 en point haut, hein, nouvelle phase de range. Avant vendredi, donc vendredi, l'élément décisif hein, pour moi,
Je pense qu'en fait, si vous voulez, vous aurez compris que l'idée, c'est qu'on va plutôt être, oui, c'est ça, 24, 239,75 exactement, 24 240. On va plutôt, à mon sens, être dans une phase de range sur le bas du range. Donc, en fait, pour que les chiffres clés soit nous permettent de rebondir, soit nous permettent de casser, quoi, en fait. Hein. Donc, vendredi, l'élément décisif, le PCE Core, le rapport Jols. Si mauvais résultat, alors, donc là, alors cassure, 24 240 pour target 24 000. Hein. Moi, c'est clairement. Hein. 24 000 points, ouais, même 23 900. Hein. Regardez. Même 23 900. Target 23 900. Voilà. On va se marquer ça. Et voilà, ce sera déjà vendredi et on aura fait une semaine. Si par contre, on a un rebond, bon, ça va sembler assez évident que la zone bloquante, vous voyez, ça va re-être là plutôt cette zone molle là en fait, 24 900, 24 850, là on voit bien que c'est une zone vous voyez, c'est la zone, attendez, hop, regardez comment on va faire. Je vais vous le faire comme ça. Ici, on voit bien que ça là, c'est la zone un peu ventre mou, c'est le ventre mou du tableau, quoi. Voilà. Hein. C'est le ventre mou du tableau, ça. Donc, ça va redevenir, si on le casse, si on casse ça et que derrière, donc du coup, on travaille en bas, on travaille par ici, et que d'un seul coup, on a une bonne stat sur le PCE, hop, on pourra revenir là, mais on ne pourra pas aller casser pour autant. On pourra revenir donc du coup là, mais on ne pourra pas pour autant aller casser cette zone-là. Ok. Donc, du moins, j'y crois pas une seule seconde. Donc, ce qui fait que si je mets voilà, si on vient par là, imaginons, on a une bonne stat du PCE, on peut revenir là, mais j'imagine mal pour se mettre à ranger, mais j'imagine mal que on soit plutôt sur un travail comme ça, d'accord, pendant 2-3 jours, et que d'un seul coup, pouf, on revienne ici. Vous voyez que la dernière fois qu'on a touché, on a quand même mis 1, 2, 3 jours avant de revenir sur la zone haute, là. D'accord. Donc on a eu un très beau rebond déjà, mais c'était pas le même jour. D'accord. Tac. Là, c'était le lundi, c'était entre le jeudi et le vendredi et le lundi. C'était le week-end où on a eu le gap haussier, d'accord, en février. Donc, et là, on peut voir que quand il a travaillé la zone par ici, il est revenu plutôt vers le pivot du mois, là, vous voyez, vers 25 000, mais avec finalement, pendant 2-3 jours après, une phase de range entre 25 000 et 24 750. Donc pour moi, il va plutôt bloquer là sur la moitié et stagner encore à nouveau autour de cette droite. Si il arrive à avoir un bon PCE. S'il n'a pas un bon PCE, là, clairement, le 23 900 sera testé, et voir est-ce qu'il sera enfoncé. Et là, comme on dit à chaque fois, vous le savez, il n'y a pas de panique. Regardez quand même, on est sur le journalier. On va se le remettre parce que ça fait toujours plaisir. Voilà le graphique. Depuis, donc, du coup, allez, on est en mars, donc on va se le mettre depuis mars 2025. Voilà, mars 2025, on était à 20 000 points ici. On va essayer de trouver le 9 mars. Voilà, le 10 mars. Le 10 mars ici, 19 452 en clôture le 10 mars. OK. On est à 24 670. Même si on revient la semaine prochaine, le 13 mars, regardez, le 13 mars, on était par là. Hop, en clôture, on était à 19 249. Si on clôture la semaine à 23 000 points, imaginons, hein, ce qui nous ferait perdre 1600 points, hein, ce qui serait quand même une grosse perte. Bon, je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est bien. Ça veut dire qu'on a pris 4000 points. D'accord. Donc, sur un an. 4000 points sur un an, c'est quand même pas mal. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de vente panique non plus, même si ça devait casser et que revenir sur des 23 300 ou 23 000. Mais bon, j'ai du mal à imaginer ce scénario-là à une semaine de la Fed.
Voilà. Il faudrait qu'il y ait quand même quelque chose de gros géopolitiquement pour qu'il y ait vraiment une cassure et qu'on tire la chasse d'eau. Voilà, je pense que si on attend, si on arrive là, au niveau de la Fed, sur des mauvais chiffres, on ne devrait pas pouvoir aller plus bas. Sur des chiffres ni mauvais ni bons, on devrait rester finalement avec dans cette boîte-là. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, par rapport où là, on est dans cette boîte-là, on se décalerait un petit peu. On serait dans cette boîte-là, on serait sur une boîte un petit peu plus décalée, où finalement le milieu de la boîte précédente devient le haut de la boîte actuelle. Voilà un petit peu ce qu'on peut s'imaginer dans un contexte donc géopolitique qui se durcit un petit peu plus et des hard data qui se durcissent aussi un petit peu plus. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et est-ce que vous avez des questions? Eh ben, donc voilà, je prends ce silence pour oui, voilà, très clair, parfait. Ben, merci Richard. Donc, ben, écoutez, merci à vous tous d'avoir participé. Merci, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser, même par mail. On pourrait aussi, hein, y répondre de temps en temps lors du direct, journalier. Et donc, ben, je vous dis, merci à tous d'être là ce soir et à demain. Demain donc 14h30. Voilà, on va le passer le mot, mais c'est important demain 14h30. OK? Allez, ben, merci à tous. Ciao, bonne soirée et encore, je sais pas d'ailleurs, il faut qu'on accompagne Émile pour son retrait peut-être. Je sais pas si Émile il a pu faire sa demande de retrait, si quelqu'un s'est occupé de lui, peut-être Harvey. Est-ce que tu as vu ça? Tiens, comme je vois que tu es là Émile, dis-moi si tu as vu, comment faire la demande, au moins? Eh oui, Émile a passé un très bon week-end. Ah bah, oui, je sais, j'ai vu que tu viens d'arriver, mais dis-moi si tu as été, si tu sais faire la demande de retrait? Non? Bon, ben, Harvey, appelle-le lundi, comme ça il te guidera. Il te guidera. Bon, ben voilà. Merci à tous donc du coup et ouais, Harvey, tu l'appelles demain Harvey et il te guide. OK? Allez, ben merci à tous, belle soirée à vous et du coup, ben à demain. Ciao.